Donc, bonjour à tous. Nous accueillons aujourd'hui Flora Vincent du Weizmann Institute of Science en Israël sur Viral Impacts in the Marine World from Single Cells to Planktonic Ecosystems. Et la parole est à Flora. Merci. Est-ce que vous voyez mon écran correctement? C'est parfait. Ok, super, merci. Eh ben, merci beaucoup de m'accueillir pour cette série, pour votre séminaire. J'avais été invitée par Lucie Bittner à l'origine, mais qui apparemment ne peut pas venir aujourd'hui. Donc, merci à vous d'être présents et présentes. Et je voudrais juste m'excuser un peu parce que mes slides sont en anglais et j'ai pas l'habitude de faire cette présentation en français. Donc, si je bafouille un peu, vous m'en voudrez pas, mais bon, comme ça, tout ça sera en français. Voilà. Je conseille en général de changer, mais ça c'est sur Zoom, donc en fait c'est pas vraiment valable sur Teams, donc je passe. Et comme ça a été mentionné dans l'intro, je suis aujourd'hui basée en Israël au Weizmann Institute. Je suis postdoc là-bas depuis 3 ans. Je travaille dans le laboratoire d'Assaf Vardi et voilà, donc c'est vraiment un chouette endroit où travailler à la fois scientifiquement et personnellement. Donc, s'il y a des étudiants qui regardent cette présentation et qui seraient intéressés par des postdocs à l'étranger, je conseille quand même vivement de regarder. Et puis, dans le passé, j'ai fait ma thèse à l'École normale supérieure avec Chris Boller, où j'ai travaillé dans le projet Tara Océan. Et je m'intéressais en particulier aux interactions qu'établissent les diatomées, qui sont des phytoplanktons importants, avec d'autres organismes du plancton. Donc, la majeure partie de mon travail focalise autour des microbes marins, et en particulier des micro-eucaryotes photosynthétiques qu'on sait aujourd'hui responsables de la moitié de l'oxygène produit chaque année, qui fixent d'énormes quantités de carbone et qui sont aussi le support de la chaîne alimentaire marine. Et je m'intéresse en fait aux interactions que ces phytoplanktons établissent, que ce soit des diatomées et aujourd'hui des coccolithophores. Et aujourd'hui, on va en particulier parler d'infections virales et d'interactions pathogènes. Le domaine de la virologie aquatique a commencé, on va dire, il y a à peu près une trentaine d'années, quand tout à coup, on a découvert que les virus et tout type de virus différents étaient les entités les plus abondantes dans l'océan. Et ça a donné lieu, en fait, cette découverte de l'abondance des virus, ça a donné lieu à beaucoup de théories et de concepts différents. On sait aujourd'hui que l'infection virale dans l'océan a, on va dire, 2 grosses conséquences au niveau de la biomasse du plancton. La première, c'est que en cas d'infection virale, le contenu cellulaire des cellules qui vont en fait exploser, va vraiment alimenter un réservoir de matière organique à la fois dissous et particulière, et que en fait ce réservoir de matière organique va vraiment déclencher la croissance et le développement de bactéries hétérotrophes qui vont en gros se nourrir de cette matière organique. Et c'est ce qu'on appelle le viral shunt en anglais. Et cette idée du shunt, c'est vraiment de dire que l'infection virale va détourner ce carbone du phytoplancton qui d'habitude supporte la croissance on va dire de copépodes ou de choses de prédateurs. En fait, l'infection virale va détourner ce carbone au profit de cette population microbienne, bactérienne, et c'est ce qu'on appelle la loupe microbienne, microbial loop en anglais. On sait que ce concept du shunt viral a été étendu dans les années 90 avec ce qu'on appelle le viral shuttle, que vous voyez ici sur la gauche, et où là, l'idée, c'est que suite à une infection virale, les cellules de phytoplancton en particulier, ont tendance à produire des polysaccharides qui vont en fait agréger la matière organique, les cellules, les débris de cellules, ce qui va conduire à la formation d'agrégats qui vont être à la fois très grands et plutôt lourds, et ce qui va conduire vraiment à l'enfouissement du carbone au fond des océans, et donc du coup deux trajectoires différentes pour le carbone, une qui est plutôt à rester en surface, tandis que l'autre qui est le viral shuttle qui va vraiment conduire à l'enfouissement du carbone au fond des océans. Et en fait, une des questions qu'on se pose pas mal dans le domaine de la virologie aquatique, c'est dans quelle mesure est-ce que les virus vont impacter ces deux processus.
On pense que ces deux processus arrivent assez souvent dans l'océan compte tenu de l'abondance des virus et de l'abondance des phytoplanctons, donc potentiellement un gros impact sur les budgets du carbone. Et on sait aussi que ces deux processus de relargage de la matière organique sous forme dissoute ou alors d'agrégation et d'enfouissement au fond des océans, ces processus-là arrivent même sans virus. Il faut savoir que les phytoplanctons peuvent aussi mourir d'infections bactériennes, qui peuvent aussi tout simplement, via mort cellulaire classique, aussi former des polysaccharides. Donc on ne sait pas non plus comment les virus vont augmenter ou diminuer ces deux différentes trajectoires. Et en fait, ce qui nous limite un peu aujourd'hui, c'est dans cette quantification, c'est qu'on ne sait pas vraiment mesurer quel est le degré d'infection virale qui a lieu dans l'océan à un instant donné. Aujourd'hui, en termes de méthodologie, on va compter des particules virales, mais qui ont été, on va dire, labellisées avec grâce à de l'ADN, donc ce qu'on appelle le cybergreen, sauf qu'on ne sait jamais si ces particules fluorescentes sont vraiment des virus, si ce sont des virus actifs, c'est peut-être des vésicules qui peuvent contenir de l'ADN. On peut aussi regarder à l'ADN intracellulaire dans les cellules uniques pour voir si on trouve de l'ADN viral, mais en quel cas on ne sait pas vraiment si c'est un virus qui est actif ou non. Et on peut aussi aujourd'hui faire de la transcriptomique, ce qui nous permettrait vraiment de voir une infection en cours. Mais le problème, c'est que la majeure partie des transcriptomes se font sur ce qu'on appelle du bulk. Donc, c'est vraiment filtrer une population. Et en quel cas, on est vraiment en train de masquer toute l'hétérogénéité qu'il peut y avoir dans une population, parce qu'on regarde vraiment, c'est plutôt binaire, est-ce qu'il y a du virus actif ou non, mais on ne sait pas vraiment quelle fraction de la population est activement infectée. Donc nous, on a vraiment identifié ce besoin d'être capable de mesurer l'infection virale qui est en train de se développer à l'échelle de la cellule unique, donc vraiment être capable de dire combien de cellules sont infectées à un temps donné. Un autre facteur qui va vraiment affecter on va dire ces deux différentes trajectoires, ça va être le cycle de vie du virus. Aujourd'hui, dans le domaine de la virologie aquatique, beaucoup des études se sont concentrées sur les phages, donc les virus de bactéries, dont la majorité sont lytiques, c'est-à-dire que les phages rentrent dans les bactéries, ils se répliquent et sont relargués dans le médium grâce à l'explosion des cellules. Mais en réalité, on en sait beaucoup moins sur les virus marins eucaryotes, et en particulier sur les virus géants. Donc, les virus géants sont majoritairement définis par la taille de leur génome, qui est très grand, qui fait jusqu'à 1000 paires de bases, et leur diamètre aussi, qui peut atteindre jusqu'à 2,3 microns. Donc, c'est vraiment des virus énormes. Et ils ont été, on va dire, assez ignorés pour une raison assez simple, c'est que personne ne pensait que des virus pouvaient être aussi grands. Mais on sait aujourd'hui qu'il y en a beaucoup plus que ce qu'on connaît. Aujourd'hui, il doit y avoir une douzaine de virus géants de phytoplancton eucaryotes qui ont été isolés. Donc une douzaine, c'est pas grand-chose quand on sait que dans les jeux de données de métagénomique, on découvre beaucoup de virus géants potentiels avec beaucoup d'autres phytoplanctoniques potentiels. Et donc, parce que... Merci beaucoup Marie-Pierre Véraud et bonjour Pierre-Carl Esquinde. Bonjour. C'est moi ou il y a eu une... Non, c'est bon. C'est bon. D'accord, pardon. Et je suis désolée, il y a des coups de klaxon dans la rue. Je ne suis pas dans un appartement très insonorisé, donc on risque d'en entendre quelques autres. Désolée. Et donc, on sait que ces virus géants sont potentiellement présents, et parce que on a ce réservoir potentiel de virus géants qui est là, qui ont potentiellement des hôtes dans le phytoplancton, qui aussi sont des acteurs importants dans on va dire, les grands cycles biogéochimiques qui occurrent dans l'océan. C'est vraiment important d'être capable de mieux comprendre quels sont les différents cycles de vie de ces virus géants vis-à-vis de leurs hôtes en termes de phytoplancton eucaryotes. Et à l'heure actuelle, en tout cas de ce qu'on a dans la littérature et en culture, la majorité des virus géants de phytoplancton eucaryotes sont lithiques, ou en tout cas décrits comme lithiques, et je vais vous montrer comment des nouvelles approches, on va dire, à l'échelle subcellulaire nous permettent de questionner un peu ça. Donc ma présentation, elle s'articule autour de deux grandes parties. La première est plutôt tournée vers des expériences de laboratoire et s'intéresse vraiment à un système modèle qu'on développe dans le laboratoire, où on s'intéresse vraiment à développer une nouvelle méthode à l'échelle subcellulaire qui nous permettrait de détecter l'infection virale
mais vraiment en cours à l'échelle de la cellule unique, ce qui nous a permis de revisiter un peu le cycle viral lytique d'un certain virus géant et en particulier, en plus, de quantifier l'agrégation de biomasse durant l'infection. Et ensuite, on va un peu prendre du recul et se placer à l'échelle de l'écosystème à travers une expérience de mésocosme qu'on a conduite en 2018, où là, l'idée, c'est d'interroger comment les virus géants de phytoplancton peuvent affecter les communautés microbiennes, les processus de recyclage de la matière organique, mais aussi certains budgets comme celui du carbone. Donc la première partie a récemment été acceptée dans PNAS et s'intitule Visualiser l'infection virale active révèle différentes destinées cellulaires dans un bloom d'algues. Voilà. Enfin, demise, c'est compliqué. Donc, dans le laboratoire d'Assaf Vardi, on travaille sur un système modèle entre un hôte et un virus qui s'étend sur plusieurs ordres de grandeur. L'hôte s'appelle Emiliana Huxley, c'est une microalgue eucaryote qui fait à peu près 5 microns de diamètre, qui est enveloppée dans ces différentes écailles de calcium carbonate qu'on appelle les cocoïdes. Et chaque année, Emiliana Huxley est capable de former vraiment des efflorescences massives qui sont visibles de l'espace et qui s'étendent sur plusieurs dizaines de kilomètres carrés, que vous voyez ici sur cette photo, plutôt au nord de l'Atlantique, au large de la Norvège, mais aussi à l'est de la Patagonie. Et sur des échelles de temps géologiques, ces blooms, ces efflorescences massives vont sédimenter et peuvent former des structures telles que les falaises d'Étretat. Et on pense que ces efflorescences massives sont terminées par une interaction en particulier qui est une interaction virale qui implique EHV, Emiliana Huxley virus. C'est un virus géant, double-stranded DNA virus. Son génome fait environ 500 gènes et a un diamètre environ de 180 nanomètres. Et on pense vraiment que ce virus, ou en tout cas tous les papiers qui mentionne ce virus, vraiment le désigne comme le facteur principal de la terminaison de ces blooms, mais en réalité, ça n'a jamais été formellement prouvé que toutes les cellules mouraient d'infection virale. Et on a voulu revenir à cette question très basique qui était, en réalité, combien de cellules peuvent être infectées, combien de cellules sont infectées par un virus à l'intérieur d'un tel phénomène de floraison. Donc, la façon avec laquelle on a décidé d'attaquer ce problème, c'était d'adapter une technique de single molecule FISH, donc de fluorescence in situ sur molécule unique, à l'intérieur de cellules uniques. Et donc l'idée, c'est vraiment de détecter des molécules individuelles d'ARN messager à l'intérieur de chaque cellule. Et pour cela, on a ciblé 2 molécules d'ARN messager différentes. Du côté de l'hôte, on a ciblé PSBA. PSBA, c'est un gène qui est encodé par le génome chloroplastique de l'algue, qui code pour la protéine D1 du photosystème 2. Donc, c'est vraiment donc D1 est une protéine qui est vraiment qui est vraiment centrale dans la machinerie photosynthétique. Et donc, c'est vraiment un bon marqueur pour l'état métabolique de la cellule qui est photosynthétique. Donc, on estime, ou en tout cas, notre hypothèse de base, c'est qu'une cellule en bonne santé va être une cellule qui va transcrire cet ARN messager. Et du côté du virus, on a ciblé Major Capsid Protein, donc la protéine de capside majeure, qui est un ARN messager viral qui est transcrit plutôt vers la fin de l'infection virale et qui est un très bon marqueur en fait pour une infection virale on va dire réussie, vu que c'est grâce à ces protéines que les virus peuvent assembler leur capside. Et donc, en gros, pour chaque gène cible, donc là par exemple pour PSBA, le gène de l'hôte, on synthétise différents petits nucléotides qui font à peu près, des primers qui font entre guillemets, qui font tous à peu près 20 nucléotides de long. Et chaque petit primer va être conjugué à un fluorophore, ce qui nous permet en fait d'amplifier le signal et qui va nous permettre de détecter des molécules uniques d'ARN messager à l'intérieur de cellules uniques. Donc ça, c'est un certain nombre d'avantages. Le premier, c'est qu'on regarde de l'ARN messager viral. Donc ça nous permet vraiment de voir qu'il y a une infection en cours. C'est pas juste un virus qui est présent dans une cellule, mais c'est vraiment un virus qui est en train d'accomplir son cycle viral.
Et ensuite, on est en train de regarder vraiment ça à l'échelle de la cellule unique. Donc, on est capable de dire quelle est la proportion de cellules dans une population qui sont en train d'être infectées, car on sait aujourd'hui que en fait, ces infections, elles ne sont pas forcément synchronisées et que, dû à l'hétérogénéité de la population hôte, il peut y avoir différentes dynamiques d'infection virale. Donc, on peut acquérir cette préparation sous le microscope. Moi, j'avais envie de faire quelque chose qui était un peu plus à haut débit, donc j'ai décidé de me tourner vers ce qu'on appelle de l'imagerie de cytométrie en flux. Donc, en fait, ma préparation, au lieu de l'emmener sous un microscope, je l'emmène dans un cytomètre où toutes les cellules sont alignées les unes derrière les autres. Elles sont excitées avec des lasers qui ont différentes longueurs d'onde. Et ensuite, on prend en gros une photo, une image de chaque cellule. Et ça, c'est le type de résultat qu'on obtient, où là, vous voyez chaque rang, en fait, chaque ligne est une cellule différente. On voit sa photo, on prend une photo en bright field, et ensuite, on est capable de prendre une photo dans les autres canaux et de voir si, par exemple, la cellule contient de l'ARN messager viral, est-ce qu'elle contient un signal pour le DAPI, qui est évidemment pour le noyau, et est-ce que cette cellule exprime aussi, ou est-ce qu'elle fluoresce dans la cible d'ARN messager de l'autre, donc PSBA. Donc, par exemple, ici, vous pouvez voir que cette première cellule exprime l'ARN viral, mais n'exprime plus l'ARN de l'autre, que cette cellule ici exprime les deux, et qu'il y a aussi certaines cellules qui n'en expriment plus aucun, donc qui n'expriment pas d'ARN messager viral et qui n'expriment pas d'ARN messager de l'autre. Donc, ce que ça nous permet de faire, c'est de l'analyse à haut débit. Ce que vous voyez ici, ce sont 2 échantillons qui ont été pris tout de suite après l'infection. Donc, c'est ce qu'on appelle 0 hours post-infection, donc combien d'heures après infection. Donc, ça, c'est 0 et ça, c'est 8 heures après infection. Et ce qu'on est en train de regarder, c'est la distribution des cellules selon un axe qui représente l'intensité de l'ARN messager viral. Donc, au début de l'infection, toutes les cellules sont en dessous de ce seuil, c'est-à-dire qu'aucune des cellules ne produit de l'ARN messager viral, tandis que 8 heures après infection, vous voyez qu'il y a cette petite sous-population qui commence à apparaître. Ici, ce sont des cellules qui, en fait, ont un très fort signal fluorescent dans ce canal-là, qui est, on va dire, le canal jaune, car en fait, elles ont commencé à transcrire l'ARN messager viral et donc elles sont vraiment activement en train d'être infectées. Et donc, ce qu'on voulait faire maintenant, c'était vraiment de connecter ces destinées cellulaires uniques à des phénomènes de dynamique de population plus large. Et pour ce faire, on a vraiment fait l'expérience la plus simple qu'on puisse faire dans notre labo, à savoir prendre une culture d'algues et l'infecter avec un virus et en fait suivre la dynamique dans le temps. Donc, ce que vous voyez ici, c'est l'abondance cellulaire dans des triplicats. Dans la population contrôle, on voit que donc non infectés, on voit que les cellules grandissent correctement, se divisent correctement, tandis que dans la population infectée, on voit que l'abondance cellulaire diminue au cours du temps, surtout après 56 heures, donc 56 heures après infection. On est aussi capable de comptabiliser la quantité de virus dans le milieu extracellulaire. Donc, on voit que dans les populations non infectées, évidemment, on n'a pas de virus, et que dans les cultures qui ont été infectées, en 24 heures, on commence vraiment à voir l'accumulation virale qui pique à peu près à 56 heures et ensuite qui se stabilise. Donc ça, c'est vraiment la quantité de virus, de nouveaux virus qui ont été produits dans le média. Donc, qu'est-ce qui se passe si on regarde à l'échelle intracellulaire en utilisant la technique que je vous ai présentée auparavant du single molecule FISH? Là, ce qu'on est en train de regarder, c'est quelle est la proportion de cellules dans nos différentes cultures qui expriment l'ARN messager de l'hôte, donc PSBA, qui est vraiment notre indicateur pour l'état métabolique de l'hôte. On se rend compte que dans les cultures non infectées, on a toujours 100% des cellules qui produisent cet ARN messager de la protéine photosynthétique, donc on se rend compte que c'est un bon marqueur pour l'état métabolique des cellules. Par contre, dans les populations qui ont été infectées, on se rend compte qu'en 24 heures, il y a une totale, on va dire, un total arrêt de la transcription de cet ARN photosynthétique. On appelle ça le shut-off en anglais. Donc vraiment, on éteint complètement la transcription de l'ARN messager de l'hôte. Du côté viral, si on s'intéresse à quelle est la fraction de la population qui est en train de se faire infecter activement, on se rend compte que dans les populations contrôle, évidemment, aucune cellule ne transcrit cet ARN viral car elles ne sont pas infectées par des virus. Par contre, dans les cultures qui ont été infectées, on se rend compte qu'en 24 heures, on a plus de 70% de la population qui devient infectée, mais ça montre aussi bien qu'on a une hétérogénéité dans ces populations-là, que quand on prend une flasque
parce qu'on travaille en flasque, on travaille en liquide, qu'on prend une flasque de phytoplancton et qu'on l'infecte avec un virus. Ici, on a travaillé avec un grand nombre de virus par particule de cellules. Même en travaillant avec un grand nombre de virus comparé au nombre d'autres, on se rend compte qu'il y a quand même une hétérogénéité dans la dynamique au niveau de la cellule unique. Et donc ici, il y a vraiment plusieurs choses à comprendre. Déjà, c'est qu'en l'espace de 24 heures, on ne voit pas grand-chose au niveau de l'abondance cellulaire, mais il se passe beaucoup de choses au niveau intracellulaire. Et ensuite, deux autres phénomènes qui sont intéressants. C'est d'abord ce qui se passe dans les 24 premières heures. On se rend compte que il y a très peu de morts cellulaires, quasiment aucune d'ailleurs. Il y a un arrêt de la croissance, mais il n'y a pas de mort cellulaire. Par contre, on voit déjà qu'il y a une énorme quantité de virus qui sont produits. Ça, c'est vraiment des nouveaux virus qui ont été produits dans le média. Donc, il y a vraiment un phénomène de relargage très rapide de virus nouveaux, mais sans aucune trace de mort cellulaire. Ce qui était très étonnant parce que dans le domaine, vraiment le dogme central, c'est que les virus sont relargués quand les cellules meurent, alors qu'ici on se rend bien compte que les cellules meurent, mais que les virus ne sont pas, que les cellules ne meurent pas, pardon, mais que les virus sont quand même relargués. Et le deuxième phénomène, c'est ce qui se passe après 56 heures, où on se rend compte que toutes les cultures sont en train de se casser la figure, mais qu'il n'y a aucun virus qui augmente, que la quantité virale ne bouge pas, en fait, la charge virale ne bouge pas dans le média, ce qui veut dire qu'il y a un phénomène massif de mort cellulaire, mais qui ne s'accompagne pas d'un relargage de virus. Donc, on a voulu un peu creuser ces deux directions-là, en commençant par ce qui se passe très tôt, donc avant les 24 heures. Donc là, ce que vous voyez ici, c'est un peu les mêmes données qu'avant, mais on va dire présentées de façon un peu différente, où chaque point est une cellule. Donc ça, c'est vraiment la flasque, c'est vraiment le résultat d'une flasque 0 heure après infection. Et chaque cellule est disposée selon deux axes, l'intensité de la cellule pour l'ARN messager de l'hôte, donc PSBA, contre, en ordonnée, l'intensité de l'ARN messager viral. Donc, on se rend compte qu'au début de l'infection, toutes les cellules sont ici, ce qui veut dire qu'elles sont en train de transcrire l'ARN de l'hôte, donc elles sont photosynthétiquement actives. Par contre, il n'y a aucune trace d'ARN viral. Après 8 heures après infection, on découvre cette nouvelle population qui sont des cellules qui sont toujours photosynthétiquement actives, mais qui en plus ont commencé à transcrire l'ARN messager viral. Donc, elles continuent à être photosynthétiquement en train de transcrire PSBA, mais en plus, elles ont commencé à transcrire le virus. Donc, vraiment, nous, c'est ce qu'on appelle ici les viral cells. Ça, c'est un concept qui a été développé par Patrick Forter. C'est vraiment cette idée que, surtout avec des virus géants, les cellules, en fait, se retrouvent tout à coup augmentées par un patrimoine génétique qui est celui, en fait, du virus. C'est quand même 500 gènes. Donc, on a vraiment cette sorte de forme vivante du virus avec tous les guillemets que ça comporte. Parce que tout à coup, en fait, on a un sorte d'organisme nouveau qui non seulement contient le génome de l'hôte, mais en plus le génome du virus qui s'exprime et qui contient parfois des chemins métaboliques entiers. Donc vraiment, c'est ces viral cells qui sont des formes actives du virus. Et 24 heures après infection, on observe deux nouvelles populations. La première est ici en jaune. Ce sont des cellules qui sont toujours, pour le coup, infectées par le virus, mais qui ont complètement réprimé la transcription de l'ARN de l'hôte. Et cette seconde population ici en bas, qui sont des cellules qui ont transité en fait de cette population ici et qui commencent graduellement en fait à arrêter la transcription de l'hôte, mais sans jamais passer par un stade d'infection. Et on s'est intéressé en particulier à ce qui se passe 8 heures après infection. On s'est rendu compte que 8 heures après infection, il n'y a pas de mort cellulaire. Il y a un énorme phénomène de relargage de virus et par microscopie électronique, on a observé des cellules qui avaient un noyau complètement intact, un chloroplaste intact, et qui étaient en train de montrer des phénomènes de budding, donc de sorte de relargage un peu chronique de virus. Ce qui nous a conduit à conclure qu'en fait, ce phénomène de relargage très, très tôt de virus était en fait dû à ces cellules-là qui étaient les seules cellules infectées, donc qui sont des cellules qui sont photosynthétiquement actives, mais qui sont en plus infectées. Donc, ça nous a permis un peu de revisiter ce cycle viral de Emilia Huxley virus, qui jusqu'à aujourd'hui était quand même majoritairement considéré comme étant lytique, où en fait on commence avec des cellules qui sont photosynthétiquement actives, qui ne sont pas infectées. Une fois qu'une fraction d'entre elles sont infectées, elles commencent en fait à relarguer des virus, mais sans aucune lisse cellulaire, juste par perméabilité, les virus vont être relâchés, on va dire, à petit débit. Au bout d'un moment, la machinerie photosynthétique va être complètement réprimée et certainement
ces cellules-là vont être dirigées vers de la lyse, donc à ce moment-là, elles vont relarguer tous les virus qu'elles contiennent. Mais il existe aussi un chemin alternatif dans lequel les cellules ne sont pas forcément infectées, mais vont en fait, par une suite certainement de signaux chimiques qui sont émis par des cellules avoisinantes, vont en fait on va dire peut-être s'induire une mort cellulaire pour éviter aussi d'être infecté, notamment pour éviter la propagation de virus dans l'entourage. Et on pense que cet état précoce de relargage de virus, c'est en fait une stratégie qui est quand même assez intéressante dans le cadre d'une floraison naturelle, parce que si le virus est trop virulent et qu'il tue son hôte tout de suite, en fait, il ne va pas être en mesure de propager suffisamment de virus, alors que l'intérêt de garder son hôte, on va dire, métaboliquement actif, qui va régulièrement recracher des virus dans le médium, ça permet en fait d'accumuler des virus tout au long de la croissance exponentielle d'une population, jusqu'au bout d'un moment où on peut déclencher la lyse cellulaire. Si vous vous souvenez, au début du talk, on a aussi parlé donc évidemment de l'aspect cellule unique, mais aussi de l'hypothèse du barrel shuttle, qui est vraiment l'idée que les cellules vont former des agrégats. Sauf que la quantification de ce processus-là est assez compliquée, et en réalité, quand on parle d'agrégats, on parle de TEP, Transparent Exopolymer Particles. Ce sont des polysaccharides assez acides qui sont sécrétés par des phytoplanctons et qui sont extrêmement collants, qui vont agréger justement des débris cellulaires des cellules, ce qui va alimenter ce qu'on appelle la neige marine, et qui évidemment va former des agrégats plus gros qui leur permet de couler et de s'accumuler au fond des océans, donc qui joue vraiment un rôle de puits à carbone. Et donc on s'est demandé si on pouvait utiliser notre méthode pour quantifier en fait ces agrégats. Et ce qui est intéressant dans la cytométrie en flux couplée à de l'imagerie, c'est qu'en fait, une des premières étapes dans l'analyse des données, c'est vraiment, dans tout ce que je vous ai présenté jusque maintenant, c'est vraiment d'essayer d'analyser des cellules uniques. Et une des façons avec lesquelles on analyse les cellules uniques, c'est qu'on prend nos photos et on compare, on va dire, la surface du DAPI, qui en gros s'intéresse à l'ADN double brin, et on compare ça à la forme de ce DAPI, donc est-ce qu'il est plutôt rond ou non, et donc ça nous permet d'identifier 3 types de populations différentes, qui sont les cellules uniques, des sortes de petits des doublons de cellules, mais aussi des agrégats qui sont un peu plus épais ici. Et donc j'étais en train d'analyser des échantillons, mais plutôt des échantillons tardifs en fin d'infection, et j'étais très frustrée parce que la majeure partie de ce que je trouvais était des agrégats, alors que nous, en général, on s'intéresse qu'aux cellules uniques parce qu'on était vraiment dans une approche cellule unique, jusqu'au moment où je me suis dit, mais en fait, peut-être que ça, c'est un bon moyen de quantifier ces agrégats, parce que je voyais aussi que certains agrégats, comme on voit ici en bas, ça, c'est un grand agrégat, et on se rend compte qu'il y a une cellule à l'intérieur qui exprime l'ARN viral. On se rend compte qu'une autre cellule en haut à droite exprime l'ARN de l'autre. Et donc, en fait, je me suis dit, si on essayait de quantifier en fait, ce phénomène dans le temps. Et donc, c'est ce qu'on voit ici. On voit que ce que je représente ici, c'est quelle est la proportion de tous ces objets ici dans ce graphe, quelle est la proportion de tous ces objets qui sont en fait sous forme d'agrégats. Et on se rend compte que dans les cultures non infectées, les agrégats sont un peu présents au début, mais surtout absents vers la fin. Après 24 heures, on a quasiment tout ce qu'on a, ce sont vraiment sous forme de cellules uniques. Les cellules ne forment pas d'agrégats dans les cultures contrôle. Par contre, dans les cultures qui ont été infectées, on se rend compte que la proportion d'agrégats augmente dans le temps. Donc, ça nous permet vraiment de quantifier ce processus d'agrégation de la matière organique. Et en plus de quantifier ce processus d'accumulation, on est aussi capable de caractériser ces agrégats et de voir s'ils contiennent ou non des cellules infectées. C'est ce qu'on voit ici. Donc, en fait, non seulement on peut quantifier les agrégats, mais on est capable de dire est-ce qu'ils contiennent des cellules infectées ou non. Et en fait, quand on s'intéresse à la nature de ces agrégats et qu'on compare la fraction de cellules infectées dans la population cellule unique et qu'on la compare à la population d'agrégats qui sont infectés, pardon, ici c'est un peu coupé, il y a marqué aggregates, en fait on se rend compte que très tôt dans l'infection, donc 8 heures après infection, on a à peu près 50% de la population de cellules uniques qui sont infectées. Par contre, on a plus de 75% des agrégats qui contiennent des cellules infectées. Donc, il y a une sorte d'enrichissement de cellules infectées dans ces agrégats.
Tandis que 72 heures après infection, on a à peu près 20% de cellules qui sont infectées dans la population, on va dire, planctonique, quoi, qui est en cellules uniques. Et on a en fait très peu de cellules qui sont infectées dans les agrégats. Et la majeure partie des cellules dans les agrégats sont des cellules qui sont à la fois non infectées et qui ont arrêté la transcription de l'ARN de l'hôte. Et donc, on a pensé que ce phénomène d'enrichissement de cellules infectées dans des agrégats peut être une défense de l'hôte potentielle, une stratégie de défense de l'hôte, de l'algue, qui permet en fait de capturer les virus et les cellules infectées dans cette matière organique collante qui va couler au fond, et ce qui permet en fait de limiter la propagation de virus dans la population avoisinante. Donc l'idée que les cellules infectées produisent plus de polysaccharides qui va permettre aussi de couler et de retirer ces cellules infectées de la population qui reste en surface. Donc vraiment dans l'idée de limiter les nouveaux virions qui apparaissent. Donc à ce stade, on va dire plutôt dans l'approche labo, modèle, système modèle, on a donc réussi à développer une méthode qui nous permet vraiment de monitorer, de quantifier correctement quelle est la fraction de cellules qui sont infectées dans une population, ce qui nous a permis de comprendre que le virus, en tout cas de l'IHV, n'était pas un simple virus lytique, mais qu'il y avait aussi un système élaboré de relargage très tôt après l'infection, mais sans lyse cellulaire. Et en couplant en fait cette approche-là avec l'imagerie, on a pu donc évaluer qu'à peu près jusqu'à 40% de la biomasse du phytoplancton peut se retrouver sous forme d'agrégats qui peuvent potentiellement servir comme un piège à nouveau virus et limiter la propagation des virus dans la population avoisinante. On voulait en fait maintenant aller un peu plus loin et comprendre comment cette infection virale allait vraiment en sortant du labo, allait impacter des communautés naturelles et donc situer un peu tout ce qu'on voit ici dans un contexte un peu plus global. Ce qui nous amène à l'expérience du mésocosme, qui est un peu un sorte de schéma hybride entre le système modèle du labo, où on travaille avec un hôte et un virus, et l'écosystème vraiment complexe de l'océan, dans lequel on contrôle très peu de choses. Et le mésocosme se trouve vraiment entre les deux. C'est un sorte d'écosystème modèle, si on veut, où on augmente la complexité de notre système, mais on arrive quand même à l'étudier de façon semi-contrôlée. Ce qui nous emmène un peu à la deuxième partie de ce travail, qui pour le coup là est encore en préparation. Donc c'est pas, voilà, c'est en préparation et c'est un travail fait en collaboration avec Matti Gralka, qui est un postdoc au MIT, qui a vraiment été avec moi sur toute l'analyse des données que vous allez voir. Donc qu'est-ce qu'un mésocosme? Un mésocosme, c'est vraiment un système expérimental en extérieur qui permet justement d'analyser un système naturel en conditions contrôlées. Donc notre mésocosme a eu lieu en Norvège en mai 2018 et l'idée c'est qu'on a en plein milieu d'un fjord en Norvège un ponton. Sur ce ponton, on a 7 énormes sacs imperméables qui sont fixés. Chaque sac fait environ 11 mètres cubes, donc 11 000 litres. Et au début de l'expérience, tous ces sacs sont remplis avec un inoculum naturel. Donc on le remplit avec l'eau du fjord. Donc on est vraiment en train de commencer avec une communauté naturelle. On rajoute des nutriments dans chacun de ces sacs et on laisse évoluer le système. Et le but, c'était vraiment d'essayer de déclencher un bloom de Emiliana Huxley, qui est notre organisme d'intérêt, et de le suivre sur 23 jours en utilisant tout un tas de méthodologies différentes. La raison pour laquelle on est venu ici à cette période de l'année, c'est que dans l'environnement naturel à cette période de l'année, il y a des phénomènes massifs de déflorescence d'Emiliana Huxley. Donc c'est pour ça qu'on voulait augmenter nos chances d'avoir de voir cette efflorescence arriver, mais c'est quand même un coup de bol quand ça arrive. Il faut savoir que l'année précédente, ils ont fait exactement la même chose au même moment et ils n'ont pas pu déclencher une efflorescence d'Emiliana Huxley, donc c'est pas du tout quelque chose qui marche à tous les coups. Donc pour vous donner un ordre de grandeur, nous ce qui nous intéressait, c'était vraiment d'étudier l'infection virale dans un contexte naturel. Donc on s'est intéressé à, on va dire, tous les ordres de grandeur de la communauté microbienne, en commençant par échantillonner les copépodes que vous voyez ici, mais aussi les différents phytoplanctons comme cette diatomée, sur laquelle se posent des bactéries qui contiennent certainement un phage. Donc c'est vraiment tous les ordres de grandeur qu'on a voulu échantillonner. Et pour donner une comparaison terrestre, c'est en termes d'ordre de grandeur une chenille par rapport au Mont Blanc. Donc ça fait beaucoup on va dire beaucoup d'ordres de grandeur différents à échantillonner.
Donc, en termes de méthode, ce que je vous disais, c'est qu'on avait 7 sacs. On a utilisé le fjord, donc l'eau de l'environnement naturel, comme une sorte de contrôle négatif. Et on a suivi ces 7 sacs, plus le fjord, pendant 23 jours. On a comptabilisé l'abondance des différents phytoplanctons grâce à de la cytométrie. On s'est intéressé aux ciliés et aux phytoplanctons un peu plus grands grâce à de l'imagerie, ce qu'on appelle le FlowCam. On a voulu aller à un niveau de détection un peu plus, on va dire, un meilleur niveau de résolution. Donc, on a fractionné l'eau sur différentes fractions de taille, 20 microns, 2 microns et 0,2 microns. Et l'idée, c'est qu'on a ensuite fait du séquençage pour avoir accès à la diversité microbienne à la fois bactérienne et eucaryote, donc les protistes, les eucaryotes unicellulaires. Et ensuite, on a caractérisé tout l'environnement biogéochimique, notamment l'accumulation de polymères, d'exopolymères saccharidiques, de matières organiques, mais aussi de chlorophylle A et des polysaccharides. Donc, quand on regarde l'abondance de la chlorophylle à travers ces 7 différents sacs dans le temps, on se rend compte qu'on a eu 2 blooms successifs. Un premier bloom ici autour du jour 7-8 et un deuxième bloom énorme aux alentours du jour 17. On a été très, très chanceux parce qu'en fait, ce deuxième bloom, grâce à la cytométrie en flux, on a pu rapidement identifier que c'était Emiliana Huxley, notre algue qui était vraiment celle qui nous intéressait. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans l'eau. Au début de l'expérience, vous voyez que l'eau est assez translucide. On ne voit pas grand-chose dans la microscopie électronique. Toutefois, aux alentours du jour 17, donc plutôt à cette époque-là, on se rend compte que l'eau est devenue complètement laiteuse. Donc ça, c'est vraiment dû au calcium carbonate qui entoure ces coccolithes et qui entoure ces Emiliania. Et quand on regarde en microscopie électronique, on se rend compte qu'on est vraiment rempli d'Emiliana Huxley. Donc on était très content d'avoir ce bloom qui s'est déclenché de façon quasi synchrone dans tous les sacs. Donc, c'est vraiment un environnement naturel. On commence avec une population naturelle et on a rajouté des nutriments pour déclencher cette efflorescence. On a aussi été capable par QPCR de quantifier la présence de notre virus géant dans les différents sacs. Et donc, on se rend compte très rapidement que les sacs ont différentes quantités de virus qui sont présentes. Par exemple, le sac numéro 7 et numéro 4 ont vraiment une grande quantité de virus, tandis que les autres, c'est de façon un peu plus graduelle. Donc, on a vraiment différentes quantités de virus dans nos différents sacs. Et pourtant, tous les sacs, toutes les populations ont décru de façon synchronisée. On peut aussi voir cette diversité d'infections virales au niveau intracellulaire. Donc là, ce que je vous montre, c'est la proportion de cellules qui sont en train d'exprimer l'ARN messager du virus. Donc, j'ai récolté des échantillons dans le mésocosme pour pouvoir y appliquer la méthode que je vous ai présentée dans la première partie. Et donc, on est vraiment capable de voir que dans différents sacs, on a aussi différentes dynamiques d'infection au niveau de la cellule unique. Donc, dans le sac numéro 4, on voit que l'affection, la proportion de cellules qui sont infectées est assez faible, jusqu'au jour 18 et 19, où vraiment on atteint 25% et ensuite ça décroît. Tandis que dans le sac numéro 2, on se rend compte que c'est vraiment une croissance, une progression de l'infection qui est beaucoup plus lente et progressive, où on atteint un plateau à 10%, et donc on a ces 10% de cellules qui sont infectées pendant toute la phase où le bloom d'Emiliana se termine. Donc, ça nous donne vraiment un gradient entre des sacs qui vont vraiment avoir une très grande infection virale et des sacs qui vont avoir une infection virale beaucoup plus modérée, voire nulle, comme le sac numéro 3 où on ne détecte quasiment aucun virus. Du coup, ce qui est très intéressant, c'est que ça nous donne un système unique, quasi complètement naturel, dans lequel on n'a évidemment pas du tout rajouté de virus. Les virus étaient déjà là pour commencer, ils ont pu arriver par l'air aussi. Mais on a en gros différents scénarios de terminaison de blooms. On a des blooms qui sont terminés on a des blooms d'Emiliana qui sont terminés sans aucun virus, et on a des blooms d'Emiliana qui se sont terminés avec des virus, ou en tout cas des virus ont été détectés. Et donc ça nous donne vraiment un scénario idéal pour pouvoir comparer l'impact réel de l'infection virale sur ces différents processus. Donc, pour commencer, on a voulu avoir une vision assez globale de ce qui se passe en termes de succession des microbiomes. Ce que vous voyez ici
abscisse, ce sont les jours. Et en ordonnée, ce sont les différentes communautés microbiennes, à la fois eucaryotes en noir et bactériennes en rouge. Et ce qu'on voit ici, c'est vraiment la succession des deux microbiomes à travers le temps. Plus c'est jaune, plus ces microbiomes, ces espèces sont abondantes, et plus c'est vert, moins elles le sont. Donc, la première chose qu'il faut noter, c'est que le tout premier jour, et pardon, j'ai oublié de vous dire, dans chaque colonne, vous avez les 7 différents sacs. Donc, ce qui est important, c'est que le premier jour, on se rend compte qu'on commence avec des communautés qui sont assez similaires à travers les 7 différents sacs. Donc, on a vraiment des sortes de réplicas de communautés naturelles. On a Emiliana Huxley ici, dont on voit que son abondance divise en fait la progression du mésocosme en 3 parties. Le premier bloom, qui est un bloom d'espèces assez mélangées, mais ce n'est pas un bloom monospécifique. Le bloom d'Emiliana Huxley, qui lui est beaucoup plus monospécifique, donc c'est vraiment l'espèce phytoplanctonique la plus abondante à ce moment-là. Et ensuite, la dernière phase ici, qui est vraiment la terminaison du bloom. Donc on a vraiment cette très belle succession à la fois bactérienne et eucaryote à travers le temps. Et la dernière chose à noter, c'est vers la fin que les choses deviennent beaucoup plus chaotiques. Donc, on a vraiment différents, autant les 7 systèmes, les 7 sacs ont vraiment la même trajectoire jusqu'à peu près le jour 17. Mais au moment où les blooms se terminent, on a vraiment cette variabilité dans la composition des microbiomes qui augmente. Donc, ce qui rend ça aussi très intéressant, c'est qu'en parallèle, dans le labo, on a Constance Kulich et Guy Schleyer, qui ont tous les deux, qui sont des chimistes, qui ont tenté de répertorier les métabolomes, l'exométabolome en particulier de ces microbes. Et donc, à terme, on essaye vraiment de voir comment on pourrait coupler ces deux pour comprendre qui sont les organismes qui sont à l'origine des métabolites qui sont sécrétés dans l'environnement naturel et qui servent vraiment de signaux chimiques. Donc, en termes de temps, j'ai malheureusement pas le temps de parler beaucoup des bactéries, donc je vais me concentrer en particulier sur les eucaryotes parce que c'est là qu'on a eu des belles surprises. On se rend compte que ici, ce qu'on voit, c'est vraiment la succession de différents clusters d'espèces eucaryotes qui se succèdent dans le temps. Donc, on voit qu'il y a 6 clusters différents qui se succèdent, donc qui sont vraiment des groupes d'espèces eucaryotes qui évoluent de la même façon à travers cette succession. Et donc, on voit vraiment en particulier que ce cluster orange ici, ce sont des espèces qui bénéficient de la croissance d'Emiliana Huxley, tandis que le cluster rouge ici, c'est vraiment un cluster d'organismes qui bénéficient fortement de la terminaison du bloom, et ça, c'est vraiment une moyenne à travers les différents sacs. On s'est intéressé à une approche basée sur des traits, donc on essaye on va dire de convertir les noms d'espèces en des fonctions. Donc, est-ce que ce sont des organismes hétérotrophes ou autotrophes et mixotrophes en termes d'eucaryotes? Et on se rend compte à travers le temps que la proportion d'organismes hétérotrophes dans le système augmente jusqu'à en fait représenter plus de 50% de la population vers la terminaison du bloom. Et donc, on s'est intéressé à ces organismes-là qui étaient capables de vraiment bénéficier de la terminaison du bloom de E. Huxley et quelle était leur identité. Donc, leur identité, qui est assez intéressante, c'est un groupe d'organismes qui s'appelle les Throstochytrides. Je pense qu'en français, ça doit être Throstochytrides, mais je ne sais pas. Les Throstochytrides sont en fait des organismes unicellulaires eucaryotes qui appartiennent au groupe des Straménopiles. Ils ont été auparavant classés comme des champignons, mais ont été aujourd'hui reclassifiés. Et ces Throstochytrides ont été en fait isolés il y a à peu près 80 ans. Ils ont attiré beaucoup d'attention dans le domaine des biotechnologies parce qu'ils ont des croissances assez rapides, mais surtout, ils ont vraiment un métabolisme de synthèse des lipides très particulier et produisent en particulier des oméga 3. Donc, c'est pour ça qu'ils ont été très étudiés, mais plutôt sous un angle biotechnologique. Mais on sait surtout que ces Throstochytrides sont capables de relâcher des enzymes extracellulaires, comme des cellulases, des glucanases, des phosphatases, qui leur permettent en fait de décomposer les détritus, et notamment la matière organique, pour ensuite se nourrir par osmotrophie, donc vraiment par osmose des nutriments à travers la membrane. Donc, pourquoi est-ce que c'est intéressant pour nous? Pour ça, je suis obligée de faire un petit retour en arrière et de revenir sur ce qu'on appelle cette loupe microbienne. Donc, cette histoire de loupe microbienne qui a été fondée par
dans les années 70, stipule vraiment que la matière organique des phytoplanctons, sous forme particulière, mais aussi surtout dissoute, va en fait permettre la croissance de bactéries hétérotrophes et que ce chemin-là va vraiment être, ce dont je vous parlais plus tôt, ce chemin va être augmenté dans la présence de virus. Mais sans virus, ce chemin-là existe pourtant. Sauf que ce qui est intéressant, c'est que si ces eucaryotes osmotrophes sont aussi capables de dégrader cette matière organique dissoute, on a potentiellement en fait une nouvelle branche qui s'ouvre où, dans le cas d'une terminaison de bloom phytoplanctonique, on n'a pas seulement des bactéries hétérotrophes qui grandissent, mais aussi ces eucaryotes osmotrophes qui apparaissent. Et globalement, dans toutes ces études de bloom phytoplanctonique, les gens se penchent souvent sur le bactérioplancton, mais n'ont jamais forcément ne se sont pas beaucoup intéressés aux eucaryotes hétérotrophes qui potentiellement pouvaient rentrer en compétition avec ces bactéries. Donc, on a voulu le quantifier un peu plus précisément. Donc, on est passé par la technique de Digital Droplet PCR qui permet en fait de quantifier sans courbe de calibration des organismes dans un environnement naturel. Et ce qui nous a vraiment permis de voir que l'abondance des strostochytrides n'était pas que relative, l'augmentation n'était pas que relative, elle était aussi absolue. Et surtout, que quand on convertissait cette abondance de strostochytrine dans leur biomasse, ce sont des organismes qui sont assez grands, qui font entre 10 et 20 microns, on se rend compte que leur biomasse va jusqu'à rivaliser celle des bactéries. C'est ce qu'on voit ici à travers le temps. La biomasse des strostochytrides n'augmente pas du tout dans le fjord, qui est un peu notre sorte de contrôle négatif. Par contre, dans tous les sacs, en moyenne, la biomasse des strostochytrides va vraiment augmenter plus on se rapproche de la terminaison du bloom et limite, au bout d'un moment, cette biomasse de strostochytrides va être l'égale de celle des bactéries et donc vraiment potentiellement peuvent avoir un rôle important sur le recyclage de la matière organique qui ne serait donc pas seulement réalisé par les bactéries. Donc, on se rend compte on suggère en tout cas que le concept de cette lutte microbienne devrait être étendu pour vraiment prendre en compte cette présence d'eucaryotes osmotrophes qui potentiellement peuvent rentrer en compétition ou du moins égaler en termes de fonction celle des bactéries hétérotrophes. Donc, on n'est pas les premiers à voir que ces strostochytrides sont potentiellement intéressants, mais jusque maintenant, ils étaient plutôt vus comme des parasites. Et on a pas mal d'évidences à partir de nos jeux de données pour montrer qu'ils ne sont pas des parasites des milieux malaxés, donc ils ne grandissent pas grâce au parasitisme, mais semblent grandir plutôt grâce à la quantité de matière organique dissoute qui est relâchée pendant la lyse cellulaire de ces phytoplanctons. Donc la question suivante, c'était forcément, comment est-ce que les virus vont impacter tout ce processus-là? Et ce qu'on voit ici, c'est dans deux sacs, donc les différentes couleurs correspondent à différents sacs. Les cercles correspondent aux bactéries et les triangles correspondent aux strostochytrides. Et ce qu'on voit ici, c'est combien de cellules sont rajoutées en moyenne par jour. Et en abscisse, on voit la quantité totale de virus qu'il y a dans chaque sac. Et donc, ce qu'il faut retenir de ce graphe-là, c'est que plus les sacs contiennent de la charge virale, plus les bactéries et les strostochytrides grandissent. Donc, on a vraiment un sorte de boost de matière organique quand les cellules sont infectées par un virus qui va vraiment induire une croissance à la fois des bactéries, mais aussi des strostochytrides. Donc, le recyclage de la matière organique est vraiment, on va dire, augmenté avec la présence de virus. Mais ce qui est intéressant en particulier, c'est quand on regarde l'évolution de la biomasse, du rapport de la biomasse entre les strostochytrides et les bactéries, et on se rend compte que dans les sacs infectés, ici le sac 7, le sac 4 et dans une moindre mesure le sac 2, on se rend compte que les strostochytrides ont une biomasse qui dépasse celle des virus et on voit celle des bactéries, pardon, et c'est ce qu'on voit ici, que plus la charge virale des sacs est important, plus la quantité plus le rapport de biomasse entre le strostochytride et les bactéries penche pour les osmotrophes eucaryotes. Donc, on a en fait cette idée que sans infection virale, la lyse cellulaire va induire la croissance de bactéries, mais aussi d'eucaryotes osmotrophes. Et en présence d'infection virale, tout va être amplifié, à la fois la croissance des hétérotrophes et la croissance des eucaryotes, mais la croissance des eucaryotes va l'être encore plus. Donc, leur importance dans le recyclage de la matière organique pendant l'infection virale semble être un peu plus grande.
Ensuite, on a voulu connecter en fait toute cette diversité microbienne et ces dynamiques aux aspects d'export du carbone, et on est revenu notamment au TEP, donc les Transparent Exopolymer Particles, qui ont lieu un lien avec justement ce shuttle viral et cette neige virale. Et on a en fait pendant tout le Mésocosm, en partenariat avec Raphaël Simo, mesuré la quantité de ces exopolymères, de ces particules, à travers les différents sacs. Et c'est ce que vous voyez ici, c'est vraiment la dynamique et l'accumulation de particules transparentes à travers le temps. Et parce qu'on avait cette belle série temporelle et ces différents sacs, on a décidé de faire de la modélisation. Donc ça, c'est vraiment le travail de Mati. Et l'idée, c'était de modéliser quelle était la quantité de TEP qui était produite par cellule. Et grâce au modèle, on s'est rapidement rendu compte que de la même façon, plus les sacs contenaient de la charge virale, plus les cellules produisaient du TEP. Donc, on avait vraiment dans ces sacs où les cellules avaient une plus grande probabilité d'être infectées, aussi ce trait que en fait, les cellules infectées semblent produire plus de particules saccharidiques. Mais ici, on est en train de travailler en fait en moyenne, et parce qu'on a l'information de combien de cellules individuelles sont infectées, quelle est la proportion de cellules qui sont activement infectées grâce à la méthodologie de SMFISH, on a été en fait capable d'attribuer quelle était la proportion de TEP qui était due aux cellules infectées comparée aux cellules qui n'étaient pas infectées. Et on en a conclu qu'en fait, les cellules individuelles infectées d'Emiliana Huxley produisent en moyenne 5 fois plus de TEP que les cellules non infectées. Donc, il y a vraiment un sorte de boost, de relargage de carbone dans les cellules qui sont infectées. On a voulu aussi adopter la même approche pour le carbone inorganique, le PIC, le carbone inorganique particulier, qui est majoritairement composé de calcium carbonate, qui provient majoritairement des coccolithes d'Emiliana Huxley. Et donc, ce calcium carbonate joue un rôle important dans l'équilibre des carbonates dans l'océan. Et de la même façon, on a suivi la dynamique de cette accumulation à travers le temps. Et à travers des approches de modélisation, on a pu de la même façon montrer que dans les sacs qui contiennent beaucoup de virus, les cellules d'Emiliana Huxley ont tendance à produire beaucoup plus de carbone inorganique particulier. Et avec la même approche basée sur le nombre de cellules, le pourcentage de cellules qui sont infectées, on est capable de montrer que les cellules uniques d'Emiliana Huxley produisent 8 fois plus de matière de carbone inorganique particulière que les cellules non infectées. Donc, on peut se poser la question de pourquoi plus de TEP et pourquoi plus de pics dans les cellules infectées. Le TEP rejoint un peu ce qu'on a dit dans la première phase, qui est que les cellules infectées peuvent potentiellement produire plus de TEP pour agréger des cellules et permettre de contenir le relargage de nouveaux virus. Et plus de pics, ça, c'est un peu quelque chose qui n'était pas trop anticipé. On pense que ce relargage de pics à partir des cellules infectées peut être une réaction au stress, mais aussi notamment un bon mécanisme pour les virus de se propager, parce qu'en fait, à travers la production de coccolithes, la production constante de coccolithes et le relargage de ces coccolithes dans l'environnement, les cellules d'Emiliana peuvent potentiellement aussi faciliter le relargage de ces virus dans l'environnement naturel. Donc, quelques messages pour clore cette partie. Donc, comment est-ce qu'on peut étudier ces infections virales à plusieurs échelles? Évidemment, tout d'abord, dans le labo, c'est vraiment là qu'on développe des méthodes, on va dire, assez fines pour pouvoir détecter l'infection virale à l'échelle de la cellule unique, qui nous a évidemment permis de mieux comprendre le cycle viral de cet ADN, de ce virus géant, pardon, mais aussi notamment de caractériser et de quantifier l'agrégation de matière organique, mais aussi que cette matière organique agrégée pouvait servir comme un piège à virus. Et on peut ensuite travailler à plus grande échelle, notamment grâce au Mésocosm, qui nous a permis de montrer, ou en tout cas de révéler le rôle important de ces eucaryotes osmotrophes. Et maintenant, on aimerait essayer d'aller plus loin, évidemment, pour vraiment les avoir en culture et pouvoir prouver ça dans le labo. Et en couplant, en fait, à la fois les approches de cellules uniques, mais aussi les mesures qu'on a prises dans l'environnement naturel, d'être capable de montrer que ces cellules uniques infectées produisent à la fois plus de TEP et plus de pics, qui peut justement rejoindre ce phénomène d'agrégation de la matière organique. Donc, tout ça s'est passé dans le labo et le Mésocosm. Évidemment, la dernière étape pour nous, ce qui nous emmène aussi à la fin, c'est vraiment de comprendre ce qui se passe dans l'environnement naturel. Donc d'aller en fait chasser ces blooms naturels dans l'environnement pour essayer de comprendre quelle est la proportion de cellules qui sont vraiment infectées lors de ces grands phénomènes de floraison massif.
Pour ce faire, on a collaboré avec Tara en juin 2019 et l'idée a été de cibler un bloom d'Emiliana Huxley ici au large de la Bretagne et de développer en fait toutes les approches qu'on a dans le labo sur cette floraison naturelle. Et notamment en utilisant l'approche du SM-Fish, on a été capable de montrer que, en tout cas sur le patch d'Emiliana Huxley qu'on a identifié dans l'environnement naturel, on avait moins de 10% des cellules qui étaient infectées à un temps donné, ce qui est quand même, on est très très loin du phénomène d'infection virale massif qu'on lit dans les papiers, mais il faut faire attention parce que on pense être arrivé vraiment vers la fin du bloom. On a suivi cette efflorescence que sur 4-5 jours, majoritairement vers la fin de cette efflorescence. Donc là, l'idée maintenant dans le futur, c'est vraiment d'essayer d'aller cibler un bloom massif qui a lieu au mois de novembre au large de la Patagonie, à l'est de la Patagonie, et cette fois de vraiment suivre cette évolution du bloom sur 3 semaines pour en fait vraiment avoir une bonne idée de la dynamique d'infection virale qui nous permettrait aussi en fait à terme de mieux comprendre comment cette infection virale va impacter les grands cycles du carbone. Donc avec ça, je termine mon talk. J'aimerais vous remercier. Désolée d'avoir un peu bafouillé en franglais, mais voilà, je suis tout à fait motivée pour répondre à vos questions et vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Flora. Et donc, si quelqu'un a des questions, n'hésitez pas. Marty ? Je vais commencer s'il n'y a personne, mais je ne veux pas prendre la parole, toujours la première. Il n'y a personne pour l'instant, donc vas-y. Bon merci Flora, c'est superbe. Vraiment, tu as tout couvert là. C'est très, 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 c'est très passionnant tout ce que tu racontes. Vous êtes toujours très passionnant dans ce labo, c'est formidable. Alors moi, évidemment, cette histoire de polysaccharides, je ne savais pas du tout. Je trouve ça super intéressant. Et, mais d'abord, je voudrais juste poser une question un peu idiote. Quelle est la spécificité par rapport entre virus et Emiliana Huxley? C'est-à-dire que tous les virus Emiliana Huxley virus, ils sont capables de s'attacher à tous les Emiliana Huxley? Non, non, tu as tout à fait raison. Il y a vraiment il y a différentes souches de virus, différentes souches d'Emiliana, majoritairement dépendant de là où elles ont été isolées géographiquement. Et on a des cultures d'Emiliana qui sont résistantes au virus. Donc, on a certaines cultures qui sont très susceptibles, donc tous les virus vont les infecter. Et on a d'autres cultures qui sont très résistantes, à savoir que sur les 5 ou 6 virus qu'on a dans notre banque, il n'y a qu'un seul virus qui va être capable de les infecter. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un trade-off, un compromis entre résistance au virus et résistance aux bactéries pathogènes. Donc, on sait par exemple que certaines Emiliana Huxley qui peuvent être infectées, enfin, certaines Emiliana Huxley qui résistent au virus sont susceptibles à des bactéries pathogènes, de sulfitobactères en particulier. Donc, tous les virus n'arrivent pas à infecter toutes les Emiliana. D'accord. Et donc par exemple, quand vous avez analysé la diversité des Emiliana dans les différents sacs? Alors, on aimerait bien, c'est un peu la question à 1000 euros. Non, mais c'est peut-être très difficile, oui, je suis très naïve. Non, mais c'est très difficile. On a le 18S, même les 18S, ITS, etc. Tous ces marqueurs classiques ne sont pas du tout assez sensibles pour différencier les différentes souches. Il y a un papier récent qui est sorti qui essaye d'identifier un gène qui serait bon pour identifier ces différentes souches qui se basent sur des génomes entiers. Donc, on est en train de chercher quel est le bon marqueur, mais en fait, c'est pas du tout trivial de regarder les différentes souches d'Emiliana qui se succèdent dans l'environnement naturel. Il n'y a pas de marqueur unique, malheureusement. Donc, oui, non, mais j'aurais pas pris le 18S, mais j'aurais pensé que peut-être la variabilité dans les gènes, je sais pas. Agnès, tu as peut-être une idée, toi, non? Ah non, c'est pas du tout mon groupe. Non, mais quand même, parce que tu fais du séquençage, pas seulement 18S, toi, tu fais… Oui, mais les marqueurs qu'on a, c'est sur ces groupes-là, je ne sais pas du tout ce qui peut fonctionner.
D'accord, d'accord. Oui, enfin, traditionnellement, les gens avaient commencé à utiliser Cox, TUF, GPA, etc. Mais il y a un chercheur qui s'appelle Madi Bandif qui a publié un papier récemment qui regarde des génomes entiers, 20 génomes entiers d'Emiliana Huxley pour essayer de détecter un marqueur. Et on n'a pas encore eu le temps d'essayer. Donc, on arrive assez facilement à identifier génétiquement les différentes souches de virus. Ça, c'est assez simple parce que le Major Capsid Protein, en tout cas, il suffit de faire une PCR et un séquençage et on voit pas mal de différences. Pour l'autre, c'est beaucoup plus compliqué. Et alors, attends, non, je vais laisser les autres gens parler, puis je lui reviendrai après. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, s'il n'y en a pas, moi j'en aurais une. Ouais. Tu as dit tout à l'heure que dans le métabarcoding, on a des choses qu'on pense être des virus géants. Comment est-ce qu'on détermine, parce que finalement, pardon, en métagénomique, comment est-ce qu'on détermine qu'est-ce qui pourrait être un virus géant et qu'est-ce qui pourrait ne pas en être un, parce que c'est des petits morceaux d'ADN finalement, et puis il n'y a pas de quoi reconstituer très souvent, donc... c'est pas du tout mon domaine détecter des virus géants dans des jeux métagénomiques, c'est, ouais, techniquement, je pourrais pas, j'aurais pas ouais. Je vais faire pas raconter de bêtises. Alors, aussi, moi, je pourrais revenir sur ces espèces de cellules Juste pour répondre un peu, il y a énormément de choses intéressantes en ce moment qui sont en train d'être publiées, notamment sur le fait qu'il y a ce qu'ils appellent de endogenization, où en fait, c'est très compliqué de différencier ce qui va être un ADN, un virus géant en fait, du gène de l'autre, parce que quand les gens détectent on a aujourd'hui des outils qui permettent de détecter des patterns de gènes viraux dans les métagénomes, VirFinder, il y a toute une série d'outils qui ont été créés pour ça. Donc ça se fait majoritairement bioinformatiquement. Je pense aussi en comparant le pourcentage GC dans différentes séquences dans un génome. Mais ce qui est très compliqué, c'est qu'en fait, on sait qu'il y a pas mal de virus géants qui intègrent une partie de leur morceau dans l'autre. Donc, à ce moment-là, c'est très compliqué de savoir si c'est de la contamination ou si c'est de l'intégration d'une partie du virus géant dans l'autre. Donc, c'est pas trivial, mais je sais que les gens font ça beaucoup avec des outils comme VirFinder, etc. D'accord. Merci beaucoup. Martine, du coup, s'il y a d'autres questions, mais sinon, Martine? Oui, alors non, moi c'était sur ces cellules qui ne font plus de photosynthèse, qui font plus le gène de photosynthèse, qui transcrit plus le gène PSBA, qui ne sont pas infectés. Oui. Et alors, est-ce que ce serait possible qu'elles soient avec l'exopolysaccharide? Alors, ces cellules, on leur attribue plusieurs destinées différentes. Ça peut être des cellules qui ont commencé une infection virale, mais qui ont fait une abortive infection. Donc, c'est pas parce qu'elles n'expriment pas le gène viral qu'elles n'ont pas de virus. Tardif, oui, d'accord. C'est un gène tardif, donc ça, c'est possible. C'est possible que ce soit des cellules qui aient induit une mort cellulaire programmée. Donc, via d'autres infochemicals, signaux chimiques qui induisent une mort cellulaire pour justement pas se faire infecter. Et est-ce qu'elles peuvent être avec des TEP? Oui, il y en a plein. En fait, on voit aussi que, par exemple, quand on regarde les agrégats, on se rend compte que vers la fin de l'infection, beaucoup de ces cellules-là sont sous forme d'agrégats aussi. Donc oui, sous l'effet de la mort cellulaire, elles produisent aussi énormément de TEP. Le virus peut-être ne peut pas rentrer par l'exopolysaccharide, c'est ça? Il ne peut pas s'attacher? Ouais, c'est une bonne idée. Ouais. Si c'est des cellules infectées qui sont à l'intérieur de ces polysaccharides, les virus ne peuvent pas sortir. Et si les cellules sont mortes et entourées de ces polysaccharides, oui, elles ne peuvent pas rentrer non plus, mais les cellules sont déjà mortes. Donc, ah oui, c'est ça. Elles sont mortes ou elles ne sont pas mortes? Elles ne transcrivent plus de gènes photosynthétiques. Donc c'est possible qu'elles soient dans un état de dormance un peu. Ça peut être un bon moyen pour échapper à l'infection virale que de se mettre dans un état métabolique réduit qui
va aussi empêcher l'infection virale parce que dans le cadre des virus géants, on sait que le virus a besoin que son hôte soit dans un état métabolique assez actif. Si les cellules sont en mauvais état, les virus géants n'arrivent pas à infecter parce qu'en fait, la demande métabolique est trop grande. Exactement, c'est exactement ce que j'ai écrit dans mes notes. Je me suis dit qu'il y avait une compétition, peut-être pour les nutriments, enfin pour l'ATP ou n'importe quoi. C'est ça que j'appelais les nutriments. Oui. Parce que s'il y a 500 gènes à exprimer, faut se lever de bonne heure, hein. Oui, tout à fait. Ouais. Donc en fait c'est une bonne remarque que c'est possible que ces cellules qui soient à la fois un peu endormies, elles puissent pas être infectées. Ouais, tout à fait. Donc par exemple, on sait que si on laisse ces cultures-là pendant plusieurs mois, même pas plusieurs mois, mais 2 mois, il y a un nouveau phénomène de croissance des hôtes. Donc il y a une sous-partie de la population qui arrive à échapper à l'infection virale et qui sont des cellules résistantes. Et donc, quand on voit tous ces 4 différentes populations là sur la grille de cytométrie, on se demande vraiment quelle est la source pour la résistance. Et en fait, les cellules qui sont à la fois non infectées et non actives au niveau photosynthétique sont des bonnes candidates aussi pour la résistance parce qu'en fait, elles ne vont pas se faire infecter. Et au bout d'un moment, je ne sais pas, peut-être que les virus vont vont être moins infectieux. Pardon ? Ils peuvent crever aussi, non ? Ils ne peuvent pas être sensibles aux UV, là Exactement. Et donc, ça peut être le bon moment pour, en fait, recommencer une croissance cellulaire après avoir… C'est une bonne façon de voir l'équilibre, comment, même après la fin d'un bloom, ça peut rebirth, quoi, tu vois. C'est ça. Et la dernière question, si je ne veux pas embêter trop là, c'est pour les autres sacs, les sacs où il n'y a pas eu de virus. Oui. Il y a eu aussi l'Emiliana Huxley et vous avez, j'imagine que vous êtes aussi intéressé à ces sacs-là, non ? Oui. Alors, il y a plusieurs possibilités. Ça peut être… on voit des bactéries pathogènes dans tous les sacs, donc ça peut aussi être quelque chose de pathogène. On voit des prédateurs, donc ça peut être de la prédation. Et globalement, comme tous les sacs ont commencé à décroître au même moment, ça peut aussi être tout simplement les nutriments, des facteurs abiotiques et des facteurs de température, parce que la température a diminué à ce moment-là, tout se saline pas mal. Et donc moi, ce dont j'ai l'impression, c'est que en fait tous les sacs ont commencé à décroître à peu près au même moment pour des raisons plutôt abiotiques, plutôt pour des raisons environnementales de limitation en nutriments, mais aussi de moindre irradiance au niveau du temps. Il a plu. Donc je pense que le déclenchement de la fin de croissance exponentielle, ça a été sûrement abiotique, mais qu'ensuite les différentes interactions ont pris le dessus au moment de la terminaison du bloom, et que dans certains sacs, les virus ont pu prendre le dessus, dans d'autres sacs, c'est peut-être plus les bactéries, dans d'autres sacs, peut-être que les cellules sont mortes tout simplement par limitation de nutriments, et voilà. Donc oui, je pense que les autres sacs, je pense que c'est de la limitation en nutriments. Tous les sacs sont de la limitation en nutriments, mais certaines interactions biotiques ont pu prendre le dessus au moment de la terminaison du bloom. Isabelle ? Oui, bonjour, je suis Isabelle de Marcoulon du MCAM au Muséum. Moi j'ai une question, ça m'intéresse votre interprétation de l'utilisation du carbone produit par les exudats en fait, de carbone qui seraient piégés, qui seraient sous forme de particules de carbonate de calcium. Donc en fait, ça, vous liez ça à des observations en même temps. Vous avez à la fois quantifié le carbone exudé avec des méthodes spectrocolorimétriques, c'est ça? Et puis à la fois en calculant, comment vous avez calculé comment vous avez mesuré vos précipités de carbone inorganique particulière, vos carbonates de calcium? Alors alors c'était sur filtre, c'est pas moi qui ai fait la mesure, donc ça a été fait par Raphaël Simot. Je vais regarder ça 30 secondes. Particulate inorganic carbon, tout ça a été fait sur des filtres. The total peak concentration was obtained by subtracting POC from TPC values. Oui, donc en fait, le pic, c'était donc, d'une part, le carbone particulé total qui a été mesuré sur filtre. D'autre part,
Oui, pardon. D'autre part, le POC a été mesuré, donc le carbone organique, et donc c'est la différence entre les deux qui donne lieu au PIC. Donc le PIC n'est pas mesuré directement, il est mesuré comme la différence entre le carbone total et le carbone particulier. Et alors je ne sais pas si... Et donc la question c'était comment est-ce qu'on relie ça à l'échelle de la cellule unique ou... Non, mais je trouve ça très intéressant. Excusez-moi, j'avais coupé mon micro. Merci pour l'information. Je trouve ça intéressant de lier la production de sucre à la production de carbonate. Voilà. Nous, on observe des choses étonnantes aussi sur d'autres types d'algues vertes en ce moment. Et donc, on a vu des précipités. On se demande un peu. Donc, c'est intéressant comme hypothèse à explorer. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup Flora, c'était vraiment super intéressant et très très complet, c'est joli la manière dont tout s'imbriquait. Tous les niveaux, c'est ça qui est très beau dans cette étude. Magnifique. On essaye d'approfondir un peu la partie sur les eucaryotes osmotrophes, parce que ça pour le coup, ça va vraiment… J'avais jamais entendu parler, moi. Ouais, mais bon là, tout ça, pour le moment, c'est très… quantitatif, mais on n'a pas il nous faudrait un assay enzymatique en fait. Il nous les faudrait en culture pour vraiment le prouver. Donc pour le moment, c'est intéressant pour penser, mais on manque un peu de matière à ce niveau-là, mais on travaille dessus. Mais c'est marrant que c'est un peu comme sur Terre, quoi. Il y a plein les champignons recyclent la matière organique. Exactement. Et moi, j'ai travaillé 10 ans sur les pectinases, les cellulases et tous les enzymes, les enzymes qui dégradaient. Donc, je connais un peu bien je connais bien le sujet, quoi. Peut-être que je t'appellerai pour des conseils alors. Non, mais c'est facile à doser, hein. Ouais. Merci beaucoup et bonne semaine.